C'est vrai qu'il y a le saturnisme et la saphirite, ça se peut, hein. Et que ce soit Justin J. Garcia qui utilise les armes biologiques. Ça expliquerait aussi le siècle oublié, parce que je vous ai déjà dit comment pendant le siècle oublié, les dits ont pu perdre face aux Tenryubito. Parce que regardez, les Tenryubito, ils demandent à Vegapunk d'avoir des armes, de créer des pacifistas et tout. Vegapunk a 500 ans d'avance par rapport aux autres personnes qui vivent dans le monde de One Piece à l'heure actuelle. Sauf que cette technologie, on sait maintenant que c'est le passé, c'est le reflet du passé. Donc il y a 800 ans, bon on additionne 800 et 500, tu vois, ils avaient 1300 ans d'avance sur leur temps, quoi, à l'époque du siècle oublié. Donc comment ça se fait qu'avec autant de technologie, avec les armes antiques de leur côté, parce qu'on sait que les armes antiques sont liées au G par rapport à Joy Boy et la promesse à Poséidon, ou même Pluton qui se trouve à Wano, et qu'à Wano on a écrit les poneglyphes, on sait que tout est étroitement lié au G. Donc comment ça se fait qu'avec les armes antiques et avec la technologie qu'ils avaient, donc comment ça se fait qu'ils ont perdu? Très beau de la part des Shiroda, c'est qu'on le sait à la fin de One Piece, le rôle de Nika, Luffy, sera de libérer toutes les races du monde. Cependant, et là on serait en droit de se dire ouais mais du coup les Tenryubito ils auront une place dans ce monde. Sauf que non, c'est une fausse race qu'ils ont eux-mêmes créée puisque ce sont des hommes. Mais c'est vrai que c'est épatant, c'est très épatant de voir qu'Ishiroda il traite toutefois de ça parce que s'il ne va pas l'expliciter dans sa plastique, il va la faire un peu travailler dans nos méninges, c'est peut-être pire. Hein. Et je pense que la meilleure preuve de ténèbres d'intrigue, c'est que vraiment la semaine dernière lorsqu'on voulait en parler, on s'est auto-censuré parce qu'on s'était dit que ça allait être mal accueilli en vidéo. Tout simplement de parler d'abus sexuels et tout ça, donc voilà. Bah, Bien joué Oda, voilà, il nous a fait fermer nos grandes bouches. ce qui en résulte de toute cette histoire, c'est... Et en vrai, c'est fort, parce que même moi, je me suis dit, c'est trop hardcore pour One Piece, mais on le sait. On sait juste qu'il va pas en parler dans le manga. Comme il l'a dit dans le SBS qu'ils ont montré tout à l'heure, mais c'est des choses qu'il est obligé de traiter. Pourquoi? Parce que One Piece, c'est le seul manga qui traite de tous les problèmes existants dans l'humanité, tu vois. Quand on voit le racisme, on voit l'esclavage, on voit énormément de choses, contrôle de pays, politique, la pègre, tous les problèmes du monde, on les traite dans One Piece, et c'est vrai que là, c'était un des seuls problèmes qui pouvait pas à cause de l'époque actuelle, tu vois. Et au final, il l'a fait quand même, juste il l'a fait de manière très douce pour éviter de heurter la sensibilité de chacun et surtout les enfants, quoi. C'est trop dur de parler de ça à un enfant, tu vois. Donc logique qu'ils ne le mettent pas en gros plan dans son manga. Petite fille qui, et là c'est quand même très satisfaisant toujours parce que qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir faire des ponts, c'est la même petite fille, ça y est, Diewarli Bonnie, que nous apercevions lorsque Eiichiro Oda avait dessiné les supernovas enfants. Et là, ça déconne pas du tout, hein, parce que quand Oda il avait dessiné les corsaires enfants, on voyait Kuma dans ce flashback là, et quand il avait dessiné les supernovas enfants, il avait dessiné exactement la Bonnie avec la même coupe de cheveux, tout ça, là on la reconnaît de ce flashback là. C'était bien avant même One Piece Z, où on peut les retrouver animés. Waouh! Et Shiroda, pour le coup, ça, c'était quelque chose qu'il avait en tête depuis le tout début. C'est pour ça que c'est vraiment extrêmement bien écrit. Ce qui en résulte donc de toute cette histoire. Et cette petite fille, elle va nous permettre de rentrer dans l'acte final de la vie de Kuma, puisque c'est elle qui va faire le pont entre le passé et le présent. Une petite fille aux cheveux roses, à une pierre précieuse sous l'œil, qui n'avait pas de nom de famille. Alors dans ce cas, on l'appellera Bonnie aux bijoux, Diewarli Bonnie. Jewelry. J'avoue que son blaze, mais tout le temps les blazes, ils te donnent un indice sur la personne. Jewelry, si je Et me c'est là trompe que c'est pas, assez vertigineux. c'est Lorsqu'on a vu joaillerie, One tu Piece vois. d'ailleurs avec Kamal, on devait avoir environ 11-12 ans lors de Shahabodi, on pensait direct que le nom de famille de Bonnie était Jewelry. Eh non, en fait c'est juste un surnom, c'est Bonnie au bijou, Jewelry Bonnie. Comme par exemple Nami n'a pas de nom de famille. Et si Bonnie s'appelle donc Jewelry, c'est bel et bien en référence à sa maladie. Une maladie qui était l'inconnue de cette équation, la saphirite. On se demandait pourquoi est-ce que Kuma allait endurer toutes les souffrances imposées par le gouvernement pour Bonnie. Eh bien nous avons enfin la réponse. Tout simplement parce qu'il apprend qu'il ne lui reste plus que quelques années à vivre et qu'elle ne dépassera pas l'âge de 10 ans. Tiens donc, Bonnie a eu 10 ans il y a
2 ans. Lorsque quoi? Lorsque Kuma a décidé d'abandonner son humanité et de devenir un cyborg, un toutou pour le gouvernement mondial. On remarque alors plusieurs parallèles déjà avec Quoi? flashback de Law et Corazon. Déjà des visites chez les médecins qui ne Ah oui, c'est vrai. comprendront pas la maladie de Bonnie. On aura même une référence au saturnisme, rappelez-vous, la maladie propre à la ville de Flévence où est originaire Law et qui est contractée lorsqu'on a trop de plomb dans le sang. Une maladie qui s'appelle comment? Saturnisme. C'est assez flippant de se dire que le saturnisme est une maladie présente dans notre monde et qui puise son origine étymologique de la divinité Saturne en personne. Dans One Piece, nous apprenons au chapitre 762 que le Saturne blanc, présent dans le plomb de Flévence, était connu du gouvernement Non, par contre, s'il y a un rapport entre Saturne et le saturnisme, ça y est, frère. mondial il y a plus Ça y est, Fukuda, il arrête un peu. Faut qu'il se calme sur. Frère, il est trop. Frère, il faut qu'il. C'est pour ça qu'il dort pas en fait. Je comprends mieux pourquoi il dort pas. 100 ans et ils n'ont rien fait. Pire encore, c'est qu'ils en sont sûrement à l'origine. C'est comme si Saturne était directement lié aux maladies dans One Piece. Comme s'il avait créé des armes biologiques comme le saturnisme, qu'il en testait les effets sur les hommes. Ah tiens, Saturne est au Gorosei, le dieu de la science. Ouais, c'est vrai. Seulement, ce qui va changer la donne, c'est que Bonnie, malheureusement, pense être guérie à l'âge de 10 ans. Et c'est ça qui est ultra important. Kuma n'a jamais réussi à lui dire la vérité. Il a toujours voulu la préserver. La préserver de ses origines très sombres et surtout de son destin très sombre. Bonnie était un enfant condamné. Et lorsqu'on a Kuma comme papa, on est préservé d'une telle tragédie. On aurait donc ici le chantage effectué par le gouvernement qui aurait promis de sauver Bonnie. Rappelez-vous, à la fin du chapitre, c'est qui arrive? C'est le roi Courbette, ou devrais-je dire Bécoli, ce gros bâtard qui se veut lui-même être dragon céleste et qui du coup avait divisé le pays en deux comme Goa avec le Grey Terminal pour payer le tribut céleste. Est-ce que, alors, nous aurions pas un nouveau parallèle, après celui de Law et Corazon, avec celui d'Orochi et Oden Kuzuki? Si nous avions à l'époque un seigneur stupide à Wano Kuni, nous avons un roi tyrannique à Sorbet. Voyez où je veux en venir? Est-ce que Bécoli ne va pas réussir dans une terrible intimité à faire chanter Kuma comme Orochi avait fait danser Oden, en lui promettant quoi? De guérir Bonnie. Mais rappelez-vous, sur Wano Kuni, Orochi n'était pas tout seul. Orochi avait une force de persuasion. Kuma pourrait très facilement se débarrasser de Bécoli, sauf si ce dernier est accompagné de Saturne. Parce que de semaine en semaine, on se dit que ça peut pas devenir de pire en pire, et pourtant, est-ce que la semaine prochaine, nous ne pourrions pas apprendre que Saturne était le père de Bonnie? Pourquoi au chapitre 1097, Eiichiroda cache... Ouais, on avait déjà vu cette théorie. Enfin, on l'a déjà traité la semaine dernière. On avait parlé du fait qu'il y avait une raison valable pour laquelle Saturne, de ses propres mots, Saturne, donc le mec le plus haut des Gorosei, le mec qui méprise l'entièreté des humains, et que, comme je l'ai expliqué par rapport à Garling qui méprise jusqu'à les dragons célestes eux-mêmes, qui fricotent un petit peu avec les humains, qui les traitent comme des déchets. Pour moi, Saturne était de la même espèce, entre guillemets, et qui serait capable de mépriser n'importe quel humain qui fricote avec des humains. Et si, par exemple, il aurait appris que Bonnie préférait son père Kuma que son père Dragon Céleste, je pense que, clairement, Saturne, il l'aurait carrément... allumé, ouais. Je lui dis comme ça, nous on est des dragons célestes et toi tu préfères la race inférieure. Il l'aurait allumé juste pour ça, tu vois. Moi je les vois comme ça, les dragons célestes. Vraiment méchants dans l'âme. Pas pour tout le monde, j'expliquerai pourquoi après. Mais du coup, je me suis posé la question de savoir pourquoi Saturne, lui, avec ses éléments, traiterait Bonnie différemment, sachant que elle est... elle est pas irremplaçable, je sais pas. Moi, je me suis toujours dit qu'il doit y avoir une raison valable pour qu'elle soit considérée comme quelqu'un d'important, suffisamment important pour pas qu'on puisse la tuer. Quand Saturne dit oh laissez-la, c'est une petite enfant et tout, il a jamais dit ça à qui que ce soit. Même les soldats de la marine et tout, il les méprisait. Il disait bon, un soldat ou deux, on s'en bat les steaks. Ça fait partie de l'équation, c'est comme ça, c'est normal, et ils devraient tous mourir si ça permet de ramener la paix, la paix sur Marie-Jo, entre guillemets, tu vois. Donc tout ça pour vous dire à quel point ils méprisent les gens, et
je me dis que Bonnie, pour moi, c'est pas juste parce qu'elle est dragon céleste qu'elle doit avoir un traitement différent. On l'a vu avec Sainte Mosgarde, qui s'est fait allumer, qui est mort, si je me trompe pas, enfin, qui est prétendu mort de la main de Garling. Pour moi, Bonnie, elle devrait avoir le même sort, tu vois. Après, à voir, on n'en sait rien. Donc pour moi, je me suis toujours dit qu'il y avait une raison, et la raison valable, c'est que pour moi, elle devait faire partie de la famille de Saturne. Ça doit être une J. Garcia, tu vois. Saint J. Garcia, Bonnie. Je me disais ça parce que je pouvais pas me dire. J'ai même dit, ça se trouve, c'est son père, mais je pouvais pas me l'avouer parce que c'est trop gros. C'est, wesh, t'imagines, t'es là, tu te dis, wesh, Saint-J. Garcia, Bonnie, quoi. Tu te dis vraiment, c'est la fille de Saturne. Saturne se serait abaissé à épouser une humaine et tout, alors qu'il les méprise H24. Donc, ouais, ce serait trop bizarre, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, vraiment pas impossible. La véritable identité du dragon céleste venu kidnapper Ginny. D'autant plus que, commandante des armées de l'Est, accompagnée de ses compagnons, elle ne se serait jamais laissée faire par un Carlos-like. C'est pas possible qu'un dragon céleste soit arrivé et lui dise « Allez hop, tu deviens ma femme !» Sauf si, au final, c'était le Gorosei en personne. Pourquoi? Pour faire chier Kuma, le boucanier, pour le faire chanter, pour que, au bout d'un moment, ce dernier soit obligé d'être cloné et qu'au final, ils arrivent à avoir un moyen de pression sur le dernier boucanier en vie. J'ai envie de dire oui, mais c'est pas logique. C'est pas logique parce que pendant 2 ans, il n'y a eu aucun signe de vie. Il n'y a pas eu de négociation entre le gouvernement et l'armée révolutionnaire. Il n'y a rien eu, tu vois, de réel. Et à l'époque, je sais absolument pas si le Gorosei avait toutes les informations par rapport à Dragon, par rapport à Kuma. Est-ce qu'il savait exactement tout ce qu'il faisait? Moi, pour moi, la personne qui est venue capturer Ginny, c'est pas Saturne. C'est ce que je pense pas. Saturne, quand il descend sur Terre, c'est pas pour rien. Je pense pas que ce soit juste pour capturer Ginny. Je pense vraiment que ce soit un chevalier divin qui soit là pour exécuter, pour défendre en tout cas les dragons célestes, enfin le territoire des dragons célestes. Du coup, ils ont dû envoyer des chevaliers divins pour défendre ce type de territoire, défendre les rois parce qu'il y avait des soulèvements dans la ville. Pour moi, je le vois comme ça. Mais ouais, pour moi, de faire descendre Saturne lui-même, c'est quand même hardcore. D'ailleurs, ça m'interroge pourquoi Saturne est descendu lui-même à Egghead alors qu'il aurait pu envoyer les chevaliers divins. Et la seule réponse que j'ai, c'est scénaristiquement. C'est vraiment, il a dû choisir Saturne parce qu'on avait besoin de comprendre que Luffy, il pouvait pas rouler sur le monde. On avait besoin de comprendre la puissance qui restait encore à voir. Donc, on verra. Donc là, on va continuer sur cette vidéo. Et j'espère on va avancer vite. Il reste encore 15 minutes. Et à la fin, on fera une petite analyse de tout ça. Son culte, en lui demandant de devenir un toutou et en lui demandant d'abandonner jusqu'à son humanité. Saturne aurait donc pu très bien kidnapper Ginny, ce qui aurait empêché l'armée révolutionnaire de faire quoi que ce soit et lui aurait même transmis la maladie de la saphirite. En effet, sachez que dans tout le système solaire, la pierre de saphir est attribuée à la planète de Saturne. Le Gorosei signifie les 5 vieilles étoiles, nous avons les armes antiques, nous avons le soleil, nous avons la terre avec Imu, tous. C'est vrai que ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois. La saphirite, c'est vrai qu'il y a le saturnisme et la saphirite, ça se peut, hein, que le saphir soit... Et que ce soit Saint-J. Garcia qui utilise les armes biologiques. Ça expliquerait aussi le siècle oublié, parce que je vous ai déjà dit comment pendant le siècle oublié, les dits ont pu perdre face aux Tenryubito parce que regardez, les Tenryubito, ils demandent à Vegapunk d'avoir des armes, de créer des pacifistas et tout. Donc en termes de puissance, comparé à ce que avait, regardez le nombre d'avances qu'ils avaient. Ils avaient 500 ans d'avance. Enfin là actuellement, avec la technologie de Vegapunk, Vegapunk a 500 ans d'avance par rapport aux autres personnes qui vivent dans le monde de One Piece à l'heure actuelle. Sauf que cette technologie, on sait maintenant que c'est le passé, c'est le reflet du passé. Donc il y a 800 ans, la technologie utilisée était
était incommensurable, tu vois. Elle était, si on rajoute, bon, on additionne 800 et 500, tu vois, ils avaient 1300 ans d'avance sur leur temps, quoi, à l'époque du siècle oublié. Donc, comment ça se fait que avec autant de technologie, avec les armes antiques de leur côté, parce qu'on sait que les armes antiques sont liées au G par rapport à Joy Boy et la promesse à Poséidon, ou même Pluton qui se trouve à Wano, et qu'à Wano on a écrit les poneglyphes, on sait que tout est étroitement lié au G. Donc comment ça se fait qu'avec les armements antiques et avec la technologie qu'ils avaient, donc 500 ans d'avance à l'heure actuelle, mais 1300 à l'époque, comment ça se fait qu'ils ont perdu? Et du coup, ça expliquerait comment du coup, le Conseil des cinq doyens ont fait pour tuer la plupart des dits, quoi. Ils ont dû les contaminer avec des armes biologiques, etc., etc. C'était peut-être pour eux le seul moyen de pouvoir les battre au vu de leur puissance. Et juste pour terminer avec ça, chaque planète, moi j'ai toujours eu cette théorie en tête. Chaque planète représente une personne une personne des cinq doyens, quoi. Il y a 5 planètes utilisées par les doyens et 5 planètes qui est utilisée par enfin 5 noms de planètes qui est utilisé par les 5 doyens. Et du coup, je me dis que il y a une petite chance, tu vois, une petite chance, je dis vraiment une petite chance que chaque Gorosei vienne, enfin, je dirais pas vienne, mais que leurs origines viennent de ces planètes-là, tu vois. Et que, par exemple, Saturne, il vient de Saturne, enfin que ses ancêtres viennent de Saturne, et pareil pour tous les autres, Mars, Jupiter, Mercure, Vénus. Et par contre, Imsama, c'est la seule personne personne m'a expliqué, enfin toutes les théories que j'ai vues, personne n'a expliqué pourquoi Imsama représenterait la Terre. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la Terre, elle est représentée par soit l'union de tout le monde qui vivent sur Terre, ou soit par personne, tout simplement, ou par les G, ou par ce que vous voulez, mais pour moi, je vois pas pourquoi on la considérerait comme la Terre. On a tellement peu d'informations sur elle, donc comment on peut en déduire qu'elle représente la Terre? C'est juste, je pense, s'il restait la Terre, ils se sont dit, oh, bah, il y a Im, et il reste la Terre. Bon, on va mettre la Terre, alors. Tu vois, et ça, je valide pas. Forme notre système solaire et la saphir est attribuée à Saturne. La saphirite nous fait penser à nous dans notre monde, à la maladie des enfants de la Lune qui empêche ces derniers à sortir de jour pour se protéger des rayons UV. Ils ne peuvent pas voir le soleil. Déjà, c'est quelque chose de tragique pour Bartholomew Kuma qui lui cherche à être le plus proche du soleil, vénère le culte de Nika, le dieu du soleil. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas vous rapprocher du soleil, c'est une maladie qui vous enlève toute votre liberté. Et étrangement, ce qui s'oppose à la liberté dans One Piece, c'est bien le Gorosei, le gouvernement mondial. Ok, et son les parallèles, obscurantisme déjà, qui, c'est depuis bien. 800 ans, cache toute la réalité de ce monde et empêche les hommes d'être libres. Luffy, c'est la liberté, c'est Nika, c'est le soleil. Le gouvernement, c'est l'obscurantisme, c'est les ténèbres, c'est la nuit. Le Gorosei sont littéralement des démons. Ils sortent de Pentacle, ils sortent de la terre. Ils ne connaissent pas la terre ferme, le soleil. Alors, on se dit peut-être que la saphirite, c'est quelque chose qu'ils transmettent. C'est cette personnification même de la captivité. De dire, regarde, comme la marque des dragons célestes sur les esclaves, eh bien si tu contractes la saphirite, eh bien c'est simple, tu es condamné, comme nous les démons, à rester dans l'ombre. Est-ce que dans le présent, lorsque Bonnie a attaqué Saturne, elle n'aurait pas attaqué au final son propre père? Et Eiichiroda a décidé de nous mettre pile à ce moment-là le flashback parce que nous pourrions avoir une énième référence à Star Wars dans One Piece. On sait qu'Eiichiroda est un grand fan, alors est-ce que Bonnie, qui est convaincu que G. Garcia Saturne a tué Kuma, pourrait dire « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir tué mon père », ce à quoi ce dernier répondrait « Je Non, suis ton père. Ce serait terrible. Et à ce moment-là, il faudrait quoi? Il faudrait l'intervention de Bartholomew Kuma. Kuma est donc voué à s'occuper d'une petite fille qui ne peut pas s'approcher du soleil. Mais ce serait ouf, ce serait ouf. Mais non, il n'y a pas de mais en vrai, je pense que ce serait ouf. Et plus j'y réfléchis, plus je commence à me dire que c'est grave possible que Saturne soit son père. De toute façon, on l'avait déjà hypothétisé, mais c'est dur à entendre. C'est vraiment dur à prendre en compte et à se dire que Saturne. Frère, je veux bien que les autres dragons célestes, ils agissent bizarrement, ils veulent 12 femmes, je sais pas quoi, ils profitent de leur statut. Mais Saturne et même les chevaliers du fin, Garling, tout ça, j'ai pas l'impression que ce soit la même chose.
Donc à voir. Soleil qu'il vénère et il n'est pas le seul. En effet, on remarque enfin que, à travers la croix qui est le symbole du coup des boucaniers de leur religion, Il y a le celle-ci soleil, a été ouais. transformée par Eiichiro Oda grâce au soleil qui en englobe le cœur. C'est exactement le même qu'on retrouve dans toutes les religions, entre guillemets, toutes ces croyances, tous ces cultes que nous avons vus et qui ont traversé toutes les pages de l'œuvre. Ce dieu, en fait, qu'il soit dans la Bible ou qu'il soit chez les Chandiens, regardez, c'est exactement le même symbole, qu'il soit également sur le drapeau d'Alabasta, c'est à nouveau exactement le même symbole, ou qu'il soit davantage dans des croyances shintoïstes slash bouddhistes hommes poissons, chez les etc., habitants de etc.. Wano Kuni. Et encore une fois, j'insiste, c'est exactement le même symbole. Que vous soyez donc boucanier ou que vous Et pour moi, ça là, c'est comme je vous ai dit, c'est juste pour montrer l'appartenance de chaque clan, de chaque civilisation, la descendance qui en résulte sont pas des descendants Oji, je pourrais pas dire ça comme ça, mais c'est des personnes qui sont affiliées Oji d'une certaine manière. habitant de Wano Kuni ou vous êtes encore celui d'un habitant des tribus de Chandia, vous vénérez tous le même individu. Certains l'appellent Joy Boy, d'autres Nika le guerrier libérateur. C'est en réalité ce soleil qui du coup est même sur la figure de la Bible que Kuma avait depuis le début. Cette Bible, pour la première fois, on voit son verso. On a été très surpris en fait de se rendre compte que derrière cette Bible, il y a le symbole de Kuma. Ce symbole, oui, qui est en réalité un soleil avec ses rayons de lumière. Depuis le début, Kuma c'est un cum qui est juste un gigantesque prêtre avec son petit col là. C'est un prêtre le cum, un prêtre du soleil. J'avoue, c'est un prêtre, hein. 暴君クマ七部会にして唯一政府の言いなりに動く男政府はお前を重宝しているだろうが何を企んでいやがるかお前みてえなのが一番不気味だぜ Kuma doit donc s'occuper de cette petite fille. Ça nous rappelle tout bonnement le fait que Eiichiro Oda, l'auteur lui-même, a 2 filles et que lorsqu'elles étaient petites d'ailleurs, elles faisaient la guéguerre avec Oda parce qu'elles aimaient pas trop One Piece. Et les relations avec les papas-filles, moi ça me fait penser à celle de Rebecca avec Kyros, qui était trop mignon quand elle était née et tout, et que lui il était déjà très maladroit. On a toujours des pères un petit peu maladroits, très costauds, à côté de petites créatures toutes mignonnes, et on le voit avec cette cage en fer là. En lui disant, il les met dans une cage en fer pour pas qu'elle s'abîme. Ça me fait penser aussi un petit peu avec Kyros, avec Rebecca. Et ce reflet de l'auteur slash père de famille se retrouve dans la figure de Kuma lorsqu'il y a un petit peu, on imagine toutes ces petites mémés japonaises qui disent mais toi tu sais pas faire, fais attention parce que tu es tellement gros là que tu vas lui rouler dessus et elle va s'écraser, mais là dans une cage etc. C'est quand même très touchant. Maintenant, ce qui est D'ailleurs, juste le petit parallèle, c'est hyper touchant de voir que, en fait, quand on voit les villageois lui demander tous les dimanches de leur retirer sa douleur et lui qui prenait la douleur à chaque fois, et maintenant, on se dit qu'en fait, tout ça n'aura pas servi à rien parce qu'ils lui sont redevables de ouf, et maintenant que c'est lui qui a besoin d'aide, ils sont là, et ça fait grave plaisir.